Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mon ami Jérémy Clément. Jérémy Clément qui est entrepreneur indépendant, père de famille, donc une personne ordinaire qui vit les mêmes problèmes que nous tous. Je vais laisser Jérémy se présenter un petit peu plus avant. Bonjour Loïc. Bonjour Jérémy. Je suis content d'être là déjà aujourd'hui. Moi, je suis vraiment content de te recevoir, on en avait parlé depuis longtemps. Ça fait un moment, le temps nous manque, mais on va réussir à prendre ce qu'il faut pour discuter de tout. Voilà. Aujourd'hui, si je suis venu, c'est que je pense qu'il est temps de faire un bref passage sur l'actualité, mais surtout d'apporter et de proposer des solutions pour le monde de demain. Ouais. Pour ma part, donc, je suis un père de famille, comme beaucoup. J'ai découvert un engagement citoyen et un devoir politique à travers le mouvement des Gilets jaunes, dans lesquels je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'inégalités, beaucoup de choses qui n'allaient pas, et que les classes sociales, toutes confondues, de toute façon, à terme, seraient toutes touchées. On s'aperçoit que, à travers la crise sanitaire qu'il y a eu, on a eu encore des enlèvements de liberté. Tout à fait. Pas forcément utile de développer le pourquoi du comment et toutes les Non, on va tout juste ce qui va pas. Ouais, on va juste constater. On a quand même été confinés en masse. Ça n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de notre pays. Oui, c'est oui. la première fois. Et c'est vrai que la restitution de nos libertés commence à tarder un petit peu. Hein, et il va falloir que nous soyons vigilants. En plus d'être vigilants, il va falloir qu'on soit impliqués. Voilà. Beaucoup de citoyens, et moi le premier, ont abandonné leur pouvoir de décision et d'implication politique dans la société. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce qu'il a fait sortir chez beaucoup de citoyens. Alors, il y en a énormément qui sont en colère parce qu'ils sont allés dans la rue pour le frigo vide, malgré le fait qu'ils travaillaient. Ouais. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont été dans la rue comme moi, déjà par solidarité, parce que c'est quelque chose qui n'existait plus depuis les années 80. Ouais. Plus personne ne se parlait, on avait plutôt tendance à se regarder dans la vie de tous les jours en chien de faïence, un peu tous sur la défensive, dans cette notion de peur dont on aura l'occasion peut-être de parler plus tard. Tout à fait. Et aujourd'hui, à ce jour, c'est un peu différent. Je pense que si on veut être entendu, si on veut pouvoir se laisser les moyens de bouleverser les choses sur un système à bout de souffle, il est intéressant soi-même d'être exemplaire, bien plus qu'avant, parce qu'on est regardé à la loupe et toutes les excuses sont bonnes pour dire qu'on s'y prend mal et que la société, si on en est là où on en est, c'est justement parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Donc, si aujourd'hui, moi, je suis présent, c'est que je sais que les 4 piliers sont en train d'inscrire des valeurs qui normalement devraient changer profondément les mentalités et recréer des liens sociaux. Et ce qui m'intéresse dans toutes vos démarches, c'est que vous soutenez la contestation sans pour autant la cautionner sous tous ses bords, parce qu'effectivement, on part du principe dans la vie que c'est pas parce qu'on a raison qu'il faut faire n'importe quoi. C'est ça. Et puis c'est surtout, finalement, quand on analyse l'émergence de la révolte des Gilets jaunes, c'est quand même à la base, c'est une révolte contre une taxation trop forte et perçue comme injuste. C'est quand même l'augmentation du prix du carburant qui a mis le feu aux poudres, si je peux m'exprimer ainsi. Et je me rappelle très bien, moi, au moment de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, j'y étais allé 3 ou 4 fois, il y avait cette fameuse vidéo de Jacqueline Moureau, je ne sais pas si tu l'as regardée, qui disait « Mais où part le pognon ?» C'est ça, en fait, l'étincelle de départ du mouvement des Gilets jaunes. On a mis du temps à comprendre. C'est en fait un sentiment qui est diffus dans la population de payer, toujours payer, et puis finalement de ne pas en avoir pour son argent. Et surtout de ne pas être consulté. C'est finalement quelque chose d'assez révolutionnaire. C'est vrai qu'en 1789, quand il y a eu la Révolution, un des cris de ralliement des révolutionnaires, c'était pas de taxation sans représentation. Et l'idée de 4 piliers, c'est que on va représenter le peuple. On va représenter le peuple parce qu'actuellement, il n'est pas vraiment représenté. On a affaire à une caste de politiciens professionnels dont les préoccupations sont totalement déconnectées de celles des classes moyennes et populaires. On rajoute à ça tous les outils et les armes qu'ils utilisent sur le pouvoir pour faire en sorte de nous poser des problèmes de conscience en montrant que c'est pas forcément nous, tout ça est un peu de notre faute. Oui, c'est de notre faute certainement, parce que comme je le disais il y a quelques minutes, ça fait 40 ans que je fais partie des gens qui votaient à la tête de la personne qui se présentait, ouais. en partant du principe qu'un programme présenté faisait foi et qu'il allait être respecté.
Bon, bah, depuis 2 ans, et ça s'est encore accéléré, Mais on ça, s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Ce sentiment, il a complètement disparu. Je pense quand on discute avec les gens, ça fait quand même 40 ans que les promesses ne sont pas tenues. Je pense que le référendum de 2005, ça a vraiment été une douche froide. Hein, le fait de faire un référendum, ça a été fortement apprécié par la population. Moi-même, j'étais allé voter à cette époque. Le fait que le résultat du référendum n'ait pas été respecté en douce pendant l'été, ça a été vécu comme une trahison. C'est clair. Oui, Donc, il est évident que si on est scandalisé, indigné par ce type de trahison, eh bien, la solution, c'est de faire le travail soi-même. On a mis du temps quand même à se réveiller. Il aura fallu que tous les gens qui bossent ne s'en sortent pas avec leur salaire pour qu'on s'indigne du hausse de carburant, s'apercevoir dans la foulée qu'en fait c'était quelque chose qui venait couper et enlever une carence qu'il y avait par rapport au fameux CICE qui avait été mis en place, que c'est quelque chose qui de toute façon bien avant avait déjà été fait à travers le CICR, le Crédit Impôt Recherche, où on savait déjà que quelques milliards s'envolaient à travers les multinationales qui créent des bureaux de recherche uniquement pour pouvoir toucher les aides. Le CICE était censé valoriser l'emploi et pouvoir créer un maximum d'emplois pour créer une stabilité dans le pays. Au final, ça n'a fait qu'enrichir les entreprises et surtout les plus grosses qui ont continué d'augmenter leurs bénéfices chaque année. Et jusqu'à ce qu'on en arrive au fait que les millions de travailleurs aujourd'hui qui bossent, eh ben, ils ne s'en sortent pas. Alors à ça, on rajoute cette prise de responsabilité où il faudrait travailler plus parce qu'on vit plus longtemps, mais moi qui suis entrepreneur, j'ai beaucoup de mes confrères qui, à 50 ans, déjà avant, ils ont des problèmes physiques, donc sur les genoux, les épaules, le dos. Passé la cinquantaine, ils travaillent généralement sur une jambe ou sur un bras, et arrive la soixantaine, s'ils ont la chance de pouvoir en profiter un petit peu, ça dure pas bien longtemps. On voit très peu de gens dans beaucoup de métiers, notamment l'entrepreneuriat ou le bâtiment, où ils vivent jusqu'à 80 ou 90 ans. Non, et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Si on ne peut pas construire un avenir pour soi et pour ses enfants et pour les gens qui nous entourent, ça sert à quoi de se lever ce matin? Et l'idée des 4 piliers, et c'est ça qui me plaît, c'est pour ça que dans toutes vos démarches, j'espère que je serai un fervent soutien jusqu'au bout, parce que ça veut dire que vous réussissez. Et je le souhaite de tout cœur pour le bien collectif et notre pays qu'on aime tant. C'est justement que vos valeurs, et je voudrais que tu nous en parles un petit peu, c'est que vos valeurs, elles sont basées vraiment sur une démocratie bien plus honnête et bien plus naturelle. Tout à fait. Vous avez des solutions sur le pouvoir d'achat, vous avez des solutions sur l'oppression qui est faite sur la fiscalité. Il y a certaines choses qui sont innovantes, mais vous êtes surtout fiés à ce qui fonctionnait dans les pays scandinaves, et pas que, puisqu'il y a la Suisse aussi qui fait partie des zones référentes. Ça, en fait, le cœur du projet de 4 piliers, c'est quelque chose de modeste, en fait. On se dit, bon, on va arrêter avec le génie français qui finalement met le peuple à genoux et crée une caste de personnes réfugiées, de hauts fonctionnaires parisiens qui vivent comme des princes et qui nous dirigent. Donc on va se contenter de regarder comment font les pays qui réussissent le mieux. Donc les pays qui réussissent le mieux, ces pays qui nous servent d'exemple, ce ne sont pas des pays bien lointains, hein. Ce sont les Pays-Bas, par exemple, qui ont un système d'éducation extraordinaire, un niveau de vie Quand tu dis extraordinaire, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un système qui est beaucoup plus libre, donc la création d'écoles libres est beaucoup plus facile, et il n'y a pas de carte scolaire, ce qui permet aux parents d'avoir le choix entre plein de projets d'établissements différents, avec des pédagogies différentes. Et donc quand les gens ont un enfant un peu original, qui n'est pas l'enfant moyen, idéal comme on devrait tous en avoir en France, puisque c'est un système unique en France. Là-bas, aux Pays-Bas, si vous avez un enfant qui est moins scolaire, vous allez être capable de lui trouver un lycée où on fera moitié bateau, moitié programme scolaire, et puis à la fin de son lycée, il a son bac et en plus son diplôme de moniteur de voile, et il a passé une scolarité apaisée. Il n'y a pas d'enfants qui ont la phobie scolaire. En France, on a des phobies scolaires en pagaille. Donc c'est quand même... on a des phobies scolaires, mais on a surtout la peur. Elle a été créée aussi par système. Le fait d'abandonner complètement toute concertation, toute implication dans notre société, ça, c'est nous quelque part qui avons laissé la place à des gens
qui, pour une carrière personnelle, ont décidé, à travers le pouvoir, de pouvoir s'enrichir encore plus et de créer leur propre réseau. Ouais, mais je vais finir au niveau de la scolarité, parce que ça a des implications bien plus profondes que ce que j'ai dit. Donc, il y a moyen, avec la même quantité d'argent, d'aboutir à un système beaucoup plus diversifié qui va permettre de révéler les talents grâce à des méthodes qui vont être adaptées à chaque élève. En fait, moi je suis professeur, hein, les auditeurs ne le savent pas forcément, mais pour qu'un enfant puisse aller au bout de son potentiel, il faut qu'il soit stimulé. On dit qu'on doit lui proposer des activités qui sont dans sa zone proximale de développement, c'est-à-dire des activités qui sont un peu difficiles, mais pas suffisamment difficiles pour le décourager. Voilà. Et comme tous les enfants sont différents, c'est évident qu'une seule pédagogie moyenne pour tous, alors qu'il y a des vitesses, des systèmes cognitifs très différents, eh bien, ça ne peut créer évidemment que de disparités. De l'échec, parce que ceux qui sont trop lents, ils ne vont pas vraiment réussir à comprendre, ça va être trop dur pour eux, et ceux qui percutent bien, eux, ils vont s'ennuyer, hein, malgré toute la bonne volonté des professeurs. Et vraiment, les professeurs, mes collègues, c'est des gens formidables. Hein, il y a beaucoup de caricatures là-dessus aussi. Les professeurs, en général, sont des gens dévoués qui veulent vraiment la réussite des enfants, mais le système actuel ne permet pas d'utiliser toutes les qualités, toutes les compétences de ces gens qui sont dévoués. Donc ça, c'est sur le sujet de l'éducation, mais sur la fiscalité aussi, je sais que vous avez développé... sur la fiscalité... vous aimeriez imposer des choses qui permettraient à ceux qui ne s'en sortent pas de s'en sortir mieux, à ceux qui s'en sortent de pouvoir envisager peut-être de retisser des liens sociaux avec aussi d'autres classes sociales. Exactement. Et je pense que demain, de toute façon, si on veut pouvoir réussir un projet qui corresponde à l'ensemble de la population, il faut savoir s'y adapter. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de s'occuper, même si la priorité, c'est aujourd'hui les gens qui ne s'en sortent pas, pour éviter de laisser le pays à une radicalisation énorme. Il faut quand même pouvoir aussi avoir un plan où aujourd'hui les portes sont grandes ouvertes pour tout le monde. On favoriser la méritocratie, l'excellence, ça doit être, la seule chose c'est que ça doit être ouvert à tous. Ça ne doit pas être fermé à une certaine classe sociale. Et vous, dans votre projet, et c'est ça que j'adore, et c'est pour ça que je vais vous soutenir et que je serai à vos côtés pour à ce jour 7 listes régionales qui vont se présenter, c'est parce que vous allez faire en sorte de ne rien oublier. Tout à fait. En fait, le cœur du projet, c'est de rendre l'argent aux Français et surtout d'éviter la concurrence déloyale à laquelle font face nos entrepreneurs, puisque nous sommes dans le marché de l'Union européenne et bien entendu, puisqu'il y a des disparités fiscales, des disparités de charges qui pèsent sur les entrepreneurs ou sur les salaires, eh bien, on se rend compte que nos entrepreneurs qui travaillent à l'export sont fortement pénalisés. En France, l'impôt sur les sociétés, il est considérable. Dans d'autres pays, il est bien plus léger. Je crois qu'en moyenne européenne, on est autour de 25% d'impôt sur les sociétés. En France, on n'y est pas. Donc, comment voulez-vous qu'un entrepreneur français puisse être concurrentiel face à quelqu'un qui paye moins de taxes? Donc, les taxes, in fine, elles se retrouvent dans le prix du produit. C'est évident. Et puis, les taxes, c'est l'impôt sur les sociétés, mais c'est aussi les charges patronales, donc les charges qui sont exercées sur les salaires. Et si vous prenez un pays comme la Suisse, bon, lui, il n'est pas... il fait pas partie de l'Europe, mais enfin, bon, c'est quand même un de nos voisins. En Suisse, les charges qui pèsent sur les salaires, c'est en proportion 2 fois moins qu'en France. Donc, c'est quand même quelque chose de frappant. Hein. C'est évident que tant que les Français ne comprendront pas que la moitié de leur salaire réel, de leur vraie valeur, est immédiatement prise par l'État et que le net qu'ils touchent, finalement, ça ne représente que la moitié de leur salaire complet, hein, leur salaire complet étant donc le net, plus les charges sociales que paye le salarié, plus les charges patronales dont les gens n'ont pas conscience mais qui sont considérables. Eh bien, par exemple, un salarié français qui touche un net de 2 000 €, en fait, son salaire complet, ce que son employeur donne en échange de son travail, c'est 4 000 €. Voilà. Ouais. Donc, comment augmenter le pouvoir d'achat? Tout simplement en diminuant le coût de l'État. Il n'y a pas d'autre solution. Donc là, tu es en train de parler des frères régaliens. Alors, les frères régaliens, ça, c'est vraiment une grosse blague parce que j'ai récupéré un document officiel de l'État qui explique à quoi servent 1 000 € d'argent public.
sur 1000 euros d'argent public, il y a 60 euros pour le régalien. Ça veut dire que la vraie mission de l'État, c'est la défense des droits des individus, des droits individuels. Ces droits, c'est la liberté, le droit de propriété et le droit à la vie sans être menacé. Hein. Donc c'est la police, la justice, l'armée, en gros, et les affaires étrangères. Donc la vraie mission de l'État, c'est 6% des dépenses de l'État. Donc il va où tout cet argent? Cet argent, en fait, il y a 50% qui part dans le social et le reste en frais de fonctionnement. D'accord. Donc on se retrouve avec finalement 2 énormes postes et c'est finalement ces 2 postes qui laminent littéralement le pouvoir d'achat des Français. Donc on a des propositions concrètes pour vraiment redonner l'argent aux Français. Pour redonner l'argent aux Français, on veut faire une réforme fiscale très ambitieuse, beaucoup plus ambitieuse que tout ce qui a été tenté. Tu veux dire qu'on ne serait plus les numéros 1 de la fiscalité? On ne serait plus les numéros 1 de la fiscalité. Ça va gêner du monde. Ça va poser un problème. On s'y est habitué à payer très cher. Bon, là où on ne s'est pas habitué, c'est de ne pas savoir où va notre argent. On deviendra les numéros 1 en termes de taux de participation au travail et les numéros 1 en termes de revenus en Europe, peut-être. Bon, on n'y est pas encore. Donc, tu as enregistré, hein? Ouais, écoute, j'assume mes propos. Donc, l'idée, ce serait de ne plus décourager les gens qui ont le plus de talent et de ne plus décourager non plus les personnes qui sont tombées dans la trappe à pauvreté. Alors, donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand vous êtes un entrepreneur de talent et que ça commence à bien marcher pour vous, eh bien, vous vous retrouvez à payer une tranche marginale d'imposition qui est confiscatoire. Hein, au-delà de 50% de ce que vous produisez, ça va vous être retiré. Donc évidemment, c'est psychologiquement très difficile à vivre. C'est considéré comme étant une forme d'injustice. On comprend mieux pourquoi les gens qui ont réussi ont quitté le pays. Ils sont partis sur une fiscalité plus légère comme le Portugal ou autre. C'est ça. Donc là, il y a 2 options pour ce type de personnes. Soit ils partent, ce qu'ils font en masse. On a 3 millions de Français qui sont partis à l'étranger. Et que des gens qui ont réussi. Que des gens qui ont du talent. Qu'on avait marre d'être des vaches à lait pour un système qui... Et qui en avait marre d'être des esclaves fiscaux, en fait. Hein. Sinon, l'autre option pour ces personnes-là, c'est de lever le pied et de finalement moins travailler. Moi, j'ai un ami qui a parfaitement réussi. Il a repris une entreprise qu'il a redressée, il a gagné beaucoup d'argent, et c'était mérité. Il a sauvé 200 emplois hein, en reprenant une entreprise en faillite. Eh bien, à 40 ans, il a revendu son entreprise parce qu'il en avait marre de payer des impôts, puis depuis, il ne travaille plus, en fait. Alors qu'en fait, il avait l'énergie et l'envie de repartir dans d'autres projets entrepreneuriaux, mais si la perspective, c'est de faire des efforts, de prendre des risques, et de finalement ne pas pouvoir récolter, c'est complètement démotivant, bien entendu. Quoi. Donc, nous, on devient des vaches à lait de toute façon. On devient des vaches à lait. À un moment donné... Je vais finir un petit peu le fil de mon truc. Donc on a les gens qui sont au top des revenus qui ont tendance à se démotiver, et puis on a aussi les gens qui tombent un peu dans l'assistanat parce qu'ils ont eu un moment difficile dans leur vie. Parce que le système a tout fait pour que ça ne soit pas des contestataires. Nous, on veut qu'il y ait de la solidarité. On ne veut pas voir des Français qui tombent dans la misère. Le problème, c'est qu'actuellement, toutes les aides sociales sont conditionnées à des questions de revenus. Et donc, il y a un effet de seuil où si jamais on reprend un petit boulot, on perd toutes les aides sociales et finalement, on gagne moins. On se retrouve avec moins de revenus en travaillant qu'en ne travaillant pas. Donc évidemment, il n'y a pas plus décourageant. C'est une punition en fait. Retravailler, c'est une punition. Donc la proposition qu'on veut faire, c'est d'arrêter l'impôt progressif qui est donc avec des tranches qui montent par palier en fonction des revenus, voilà, de passer à un taux unique de 25% pour nous remettre dans la moyenne européenne. Donc comme ça, c'est simple. On sait que chaque fois qu'on rentre 1 euro, il y a 25 centimes qui partent pour l'État et 75 centimes pour nous. Et de coupler ça avec ce qu'on appelle l'impôt négatif de Milton Friedman, qui viendrait en remplacement de toutes les aides sociales actuelles. Donc là, tu es en train de dire que les gens qui ne paieraient pas d'impôts toucheraient... Ça veut dire que les gens qui n'ont pas de revenus toucheraient une certaine somme. Ça peut être 600, 700 euros, il faut faire les calculs. Et par contre, et tous les Français vont le toucher, même ceux qui ont des hauts revenus en quelque sorte. Et ça vient en remplacement de toutes les aides sociales. Et puisque cette somme est acquise, eh bien,
reprendre un petit boulot, ce n'est pas pénalisant. Ça signifie que dès qu'il y a 1 euro de rentrée en rendant service à droite ou à gauche, eh bien ça fait du pouvoir d'achat en plus. Donc ça permet aux personnes qui actuellement sont coincées dans la trappe à pauvreté, eh bien de se resociabiliser, de reprendre une vie normale entre guillemets et d'enfin retrouver de l'estime d'eux-mêmes, parce que ça c'est le coût caché de ce système d'assistanat, c'est que les personnes qui cessent de travailler, qui cessent de participer, perdent leur dignité aussi. Ça devient difficile de se regarder dans une glace au bout d'un moment. C'est souvent accompagné de dépression. Je crois que c'est pire que ça. Je crois que ce stade, il a été dépassé et qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte qu'à accepter cette forme d'assistanat, comme tu dis, en fait, cet assistanat, on a bloqué ces gens-là. On a bloqué une bonne partie de la population. On a dit tout est fermé, il n'y a rien. Mais vous en faites pas, on est là. En fait, on leur a enlevé l'espoir. Ouais. Et ça, mais c'est. Mais moi, je connais des gens, et on en parlait aussi tous les deux, je crois que tu en connais. Ouais. Il y a des gens aujourd'hui, on a dans notre pays des semblables qui, s'ils bossent, gagnent moins d'argent. En sachant qu'il y a des frais de route, il y a des frais de transport, il y a des frais de bouche, etc. etc. À la limite, pour travailler avec des faibles salaires, il faut être un peu masochiste. Puisque on en est là. Travailler, en s'organisant bien, on peut gagner plus. Petit 1, on en est là. Petit 2, beaucoup de gens aujourd'hui sont à bout de souffle parce qu'ils ne comptent pas. Je veux dire, tout n'est pas pourri dans notre système. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui bossent, mais ils ne sont pas heureux de se lever le matin. Les fins de mois sont difficiles, voire même la moitié du mois. Pour autant, c'est des gens qui, par leur éducation, ont joué les jeux, de l'État, du pays, etc., etc. Mais si de toute façon, on n'a pas des solutions viables dans un futur proche, même ces gens-là se porteront pâle de toute façon, c'est évident. Voilà, mais en fait, c'est pas une fatalité ce qui nous arrive. On a quand même autour de nous des pays qui ont un taux de chômage qui est nettement inférieur. Il n'y a pas si longtemps, avant, moi quand je discute avec des personnes plus âgées, ils me parlent du marché de l'emploi dans les années 70. En France, c'était le plein emploi, vous perdiez un travail le matin, le soir vous en aviez un autre. Et donc ça, au niveau psychologique, mais quelle libération! Donc là, actuellement, si vous allez en Suisse, c'est le cas en Suisse. En Suisse, il n'y a quasiment pas de chômage, ce qui fait que les rapports au niveau du travail sont différents, puisque là, tu parlais de travail subi. Mais bien sûr, c'est exactement ça. Comme en Suisse, j'ai beaucoup d'amis en Suisse, si ton travail ne te plaît pas, bah tu dis stop. Et puis 2 jours après, tu en as un autre. Mais tu peux pas aujourd'hui. Je vais te donner un exemple. Alors c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est celui qui me vient en tête. Aujourd'hui, comment ça se fait que tu touches tes droits quand tu es licencié et que tu touches pas de droits quand tu démissionnes, par exemple? Moi, je pars du principe que quelqu'un qui a passé des mois ou des années dans une entreprise, si ça se passe pas comme il veut, il faudrait qu'il puisse avoir un suivi derrière sur sa démission et sur sa reprise d'emploi. Parce que si c'est de son initiative, soit c'est son initiative, mais ça change rien que il peut y avoir du malaise. Ça faisait partie des mesures promises par M. Macron, mais qui n'ont pas été tenues. L'idée, qui était bonne, d'ailleurs, tout n'est pas mauvais chez M. Macron. Dans ses mots, pas dans ses actes. Oui, non, mais bien sûr. L'idée, c'était de réserver une partie du salaire sur un compte particulier qui serait restitué en fin de contrat, en quelque sorte. Ça veut dire que chaque mois d'ancienneté, ça correspond à une certaine somme, ça se cumule. Et puis, en cas de licenciement ou de démission, eh bien, le salarié touchait cette somme, ce qui lui faisait un viatique lui permettant de tenir le temps de trouver un nouvel emploi. Après, on a d'autres difficultés aussi. L'accompagnement, même si en France il y en a, il n'est pas forcément fait à bon escient et il est long en termes de logistique et d'organisation. On a ça et on a aussi un système administratif qui est démentiel. Voilà, en fait, aujourd'hui, il faut avoir fait Bac plus 12 pour s'y retrouver. Eux n'ont pas de problème, l'État, les gouvernements successifs n'ont pas de problème lorsqu'il s'agit de réclamer l'euro fiscal, pour citer l'exemple. Par contre, quand il s'agit de réclamer ses droits dans le monde du travail ou autre, tout est hyper complexe. Il y a un tas de papiers à remplir, il y a des délais. Au niveau paperasserie, c'est incroyable. Je vais te raconter une histoire réelle qui est en train de m'arriver. J'ai une petite société, puisque j'aime l'entrepreneuriat, et j'ai décidé de remplir ma liasse fiscale moi-même.
Donc, T'es courageux. Oui, T'es courageux. un peu inconscient. Donc j'ai fait ma comptabilité. Le problème, c'est que l'alias fiscale, elle est rédigée dans... il y a tout un tas de cases, et c'est rédigé dans un langage qui, bien entendu, n'est pas clair. Un langage de spécialiste. Donc je me suis dit, je vais aller voir les spécialistes. Donc je suis allé au centre des impôts, je suis allé voir la personne spécialisée. Même elle y comprend rien, en fait. Ah non, mais ça, c'est... Donc on arrive à un système qui marche sur la tête, où même les gens qui sont soi-disant spécialistes et spécialisés là-dedans, qui font ça toute la journée, même eux, ils n'y comprennent rien. Ils sont spécialement perdus. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc quand on arrive à des niveaux de complexité pareils, c'est évident que ça constitue une entrave, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ce qu'on peut faire, c'est toujours le credo de 4 piliers, c'est l'exemple des champions. Comment font les pays qui réussissent le mieux? Ce sont des pays où l'État il est remis à sa place. Parce qu'en fait, l'avalanche de formulaires CERFA, il est dû à une armée de fonctionnaires qui est trop importante, qui ont chacun leur petit travail, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Finalement, ce sont les citoyens qui payent un impôt avec leur temps, en fait, pour remplir tous ces papiers qui justifient des emplois. Dans les pays qui réussissent le mieux, d'une part, le côté administratif a été largement informatisé, ce qui fait que ça évite de remplir systématiquement toujours le même CERFA avec nom, prénom, adresse, etc. C'est rentrer dans l'ordinateur et puis on ne le demande qu'une fois. Et puis surtout, l'État dépense 30% de la richesse nationale, alors qu'en France, on est à 60%. En Suisse, ils sont à 30% du PIB. Je crois qu'aux Pays-Bas, ils sont à 40% du PIB. En moyenne européenne, les États dépensent 40% du PIB. Ça veut dire en fait que pour dépenser 40% au lieu des 60% français, ce sont des États qui sont beaucoup plus resserrés, recentrés sur leur vraie mission et avec une administration qui est constituée de moins de travailleurs, mais qui est plus efficace. En fait, ce qu'il faut, bien entendu, c'est simplifier les procédures, alléger la taille de l'État, et finalement, tout le monde respire mieux. C'est moins coûteux, donc ça permet de redonner de la compétitivité à nos entreprises. Ouais. C'est ça la vraie compétitivité, en fait. C'est pas des aides de l'État en échange d'impact écologique. C'est une liberté de construire. Ça peut être la liberté de construire, pourquoi pas, mais c'est surtout moins d'entraves et moins de taxes. C'est ça qui casse la concurrence, la compétitivité des Français. C'est d'être trop taxé et d'être entravé par des règlements qui s'empilent les uns sur les autres. Et finalement, quand on a en face des concurrents qui, eux, viennent des Pays-Bas, par exemple, puisqu'ils ont moins de charges sur les salaires, moins d'impôts sur les sociétés et moins de règlements qui les pénalisent, c'est eux qui emportent les marchés, quoi. Tout simplement. Et le résultat... Après, tout est verrouillé quand même. Hein. Tout est bien verrouillé. Aujourd'hui, tout est noyauté par réseau. Le système est très bien huilé. Et puis surtout, en France, le système est très centralisé. Donc, c'est à ça, en fait, qu'il faut s'attaquer. On se rend compte qu'en général, les pays qui réussissent le mieux sont des pays où la décentralisation a été très importante. Que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Allemagne, etc. Les régions sont pas vraiment autonomes, mais elles ont quasiment leur propre gouvernement. Et l'État central ne s'occupe que des missions régaliennes. Est-ce que tu crois que tout ce qui nous arrive, alors moi, c'est mes mots à moi, mais il faut bien que je sois un peu contestataire. Est-ce qu'à travers cette dictature sanitaire, cette dictature fiscale et cette dictature sociale qui est en train d'arriver à grands pas, je pense à la réforme des retraites qui est remise sur la table à la rentrée, je pense il y a pas mal de détails. Est-ce que tu crois que nous, les citoyens engagés, des opposants politiques, des serviteurs de la France, des serviteurs du pays, des gens qui sont amoureux de la patrie et de leurs prochains, amoureux de la nature, est-ce que tu crois qu'on va avoir une place ou un créneau pour pouvoir proposer autre chose, se faire entendre et se donner les moyens demain de rapporter un équilibre dans tout ça, tout en jouant le jeu démocratique pour réimpliquer aussi les citoyens? Parce que demain, on a aussi ce problème-là. Je veux dire, à travers les Gilets jaunes, mais à travers aussi des syndicats, à travers des syndiqués qui manifestent ou autres, on voit bien qu'il y a des revendications. On a des gens qui travaillent, pour la plupart,
Moi-même, j'ai participé à beaucoup de manifestations. J'ai pas vu tant de chômeurs que ça. Pourtant, le taux de chômage a toujours été très élevé. C'est plutôt des Français des classes moyennes, en fait. C'est des gens qui travaillent. Voilà. En fait, il y a beaucoup de retraités. Hein. Il y a beaucoup de retraités qui ont des petits boulots à côté pour venir compléter leur retraite parce que de toute façon, ils savent que s'ils font pas ça, ils mangent pas à leur faim. Mais le mouvement des Gilets jaunes du début, vraiment, j'ai discuté avec beaucoup de gens, c'était vraiment les Français qui portent le système sur leur dos, en fait. Ceux qui travaillent et qui payent un maximum d'impôts. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un ras-le-bol fiscal. Puis après, progressivement, il y a eu des infiltrations d'extrême gauche, les Black Blocs, etc. Moi, je pense qu'avec le recul, elles étaient là au début. Simplement, par leur expérience, elles ont eu un peu plus de... Elles n'ont pas tapé dessus tout de suite. Elles ont d'abord observé, elles ont analysé. Je me rappelle les premiers jours quand j'ai discuté sur les ronds-points avec d'autres personnes, retraités, actifs, etc., hommes, femmes. Il y avait beaucoup de gens qui avaient quand même, dès le premier jour, je savais que la taxe carbone, la hausse du carburant, était là pour masquer quelque chose d'autre. Elle n'était pas là pour gérer une transition écologique, une transition énergétique, etc., etc. Elle était vraiment là pour masquer d'autres bêtises faites par l'État où on distribuait de l'argent et pas forcément à ceux qu'on avait vraiment besoin. En fait, encore un petit pas vers plus d'État et au bout d'un moment, quand l'État il devient trop gros, il écrase tout le monde et on arrive dans un système, c'est une sorte de totalitarisme soft au bout d'un moment. Ça veut dire que l'État, il va gérer ta vie de la naissance jusqu'à la tombe, quoi. Et tu ne peux rien faire sans remplir un formulaire CERFA. Ce que tu produis, c'est pas à toi. Enfin, c'est finalement un retour à l'ancien régime. Eh oui, eh oui. Ouais, c'est ça, alors qu'à la base, tout était basé sur la valorisation de l'être humain, sur son investissement aussi bien personnel que sur le respect des droits individuels. Et voilà, on en revient toujours là. En fait, le droit de propriété, c'est vraiment quelque chose qui permet de protéger les classes moyennes et populaires de la voracité des puissants. En fait, c'est ça. Et tout affaiblissement du droit de propriété, c'est un pas dans la direction de l'ancien régime. Et alors moi, j'en suis persuadé, je pense que vous aussi, demain, de concerter les Français par voie référendaire sur tous les gros sujets, c'est certainement la solution pour réimpliquer tout le monde sur ses devoirs civiques et politiques. Donc, en fait, nous, comme tu l'as compris, on défend vraiment un modèle largement décentralisé. C'est pour ça qu'on investit beaucoup sur les élections régionales. On va constituer des listes partout où nous le pourrons. C'est d'une part un moyen d'avoir une naissance officielle, parce qu'avoir l'organisation suffisante pour présenter des listes régionales, ça montre qu'on est déjà sérieux, quoi. Par exemple, en Île-de-France, je vais m'occuper de la région Île-de-France, c'est 216 personnes, avec la parité et la proportionnalité départementale. Donc c'est quand même quelque chose de complexe. Hein. C'est pas à la portée du premier venu. Mais on devrait trouver 216 personnes, 215 personnes impliquées on va les trouver. Qui veulent se battre sur le champ politique et montrer autre chose. Ça va pas être facile parce que en fait le système politique il est verrouillé par des professionnels et des hauts fonctionnaires. Ils n'ont pas du tout l'intention de voir des citoyens, des contribuables en fait, reprendre le pouvoir, parce que finalement ça va être ça notre message. On va dire aux gens, en votant pour nous les personnes ordinaires, mais qualifiées. Hein, on a plein de spécialistes en économie, en sécurité, dans plein de domaines. En votant pour nous les citoyens, vous votez pour vous. Vous reprenez le pouvoir. En fait c'est ça en fait, et on va vous rendre votre argent. Donc c'est quand même assez transgressif. Expliqué comme ça, je pense que... Donc on va pas être les bienvenus, ça c'est sûr. Alors, si ça peut te rassurer, moi je suis habitué depuis 2 ans à pas être le bienvenu, et ça change rien au fait que tant qu'on est respectueux, tant qu'on avance, tant qu'on ne cherche pas à tout casser, parce que c'est ça aussi qui me plaît dans le projet des 4P, c'est justement que vous acceptez le jeu démocratique en proposant des choses sur la base de ce système, tout en proposant une forme de révolution démocratique. Pour la plupart des gens qui sont impliqués dans la contestation, sont conscients qu'il y a un réel problème, un réel malaise. En fait, on élit des maîtres aujourd'hui. On élit des maîtres. Révolution, parce qu'on part d'un système qui est hallucinant en France. C'est une usine à gaz, ce pays. Mais la révolution qu'on propose, c'est juste une imitation, en fait. On va imiter ce qui marche ailleurs. Parce que le mot révolution, il est associé à l'utopie, donc à la prise de risque, au danger. Nous, ce qu'on propose, c'est pas une utopie.
On propose... C'est pas une révolution, c'est une évolution. On est en train on a analysé quelles étaient les méthodes qui fonctionnaient, qui sont présentes dans tous les pays où il y a le plein emploi, où les gens ont un niveau de vie qui est élevé, où il y a une grande mobilité sociale, où le système éducatif fonctionne parfaitement, etc., etc. Et on va faire la même chose, en l'adaptant au contexte français, bien entendu. Donc ça implique une nette baisse des dépenses publiques, une révolution fiscale qui rende l'argent aux Français, une révolution de toutes ces aides sociales et de tout l'assistanat que je t'ai déjà expliqué tout à l'heure, grâce à l'impôt négatif de Milton Friedman, une simplification de la vie des Français. Au moins, on saura exactement que quand on rentre telle somme, il y a un quart pour l'État, 3/4 pour nous, et c'est libératoire. Voilà. Une seule aide sociale, mais qui sera distribuée à tout le monde. Un large recours au référendum pour les décisions, surtout en région, mais le peuple sera consulté pour toute évolution significative de la Constitution ou autre. Il y aura des consultations. C'est ce qui marche le mieux. Sinon, ça veut dire qu'il y aurait taxation sans représentation. Et ça, c'est une forme de trahison du peuple, en quelque sorte. C'est aujourd'hui, je pense que pour régler les problèmes, ça passe aussi par une solution de voie politique, dans le sens où il nous faudrait des représentants qui soient au service du peuple et de leur pays, et non pas qu'ils envisagent un plan de carrière. C'est ça le problème aujourd'hui qu'on a. Faire de la politique, ça rapporte de l'argent, on a du pouvoir, on a des passe-droits, on est mis en réseau avec des gens où si on a un mini-pouvoir de décision, ça nous rapporte un tas d'avantages. C'est pas logique. Un élu, il devrait être fier de représenter son pays, sa région, son... Surtout, pour qu'il soit légitime et qu'il représente vraiment les gens, il faut qu'ils connaissent leurs problématiques. Avoir des politiciens professionnels qui n'ont jamais travaillé en entreprise, qui n'ont jamais créé de richesse, qui n'ont jamais vécu une vie normale en quelque sorte, bien entendu que ça ne peut pas fonctionner. On se retrouve avec une caste de gens qui décident pour nos vies alors qu'ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas. Tout simplement. Et ça ne les intéresse pas de toute façon. Ah certainement pas. Ça ne les intéresse pas de savoir qu'un ouvrier qui gagne 1 200 € par mois ou une femme de ménage 850 ou un retraité 600 €, de savoir s'il s'en sort ou pas, c'est pas son problème. Voilà. En fait, il y a des pays où pour pouvoir se présenter, d'une part, il faut... Casier vierge ? Il faut un casier vierge, ça c'est sûr, ça me paraît une... là, si on sort la liste de tous les élus qui nous gouvernent... Ouais, voilà. Il faut aussi avoir 10 ans d'expérience professionnelle dans la vraie vie. D'accord. Voilà. Et au cas où la personne qui veut être candidate est fonctionnaire, elle doit démissionner à titre définitif. Tu veux dire, en gros, pas de cumul de mandat, pas de... Les cumuls de mandat, c'est autre chose, mais ça veut dire... Actuellement, par exemple, tu vas à l'Assemblée nationale, tu as 577 députés, il y a, je crois, 60% de fonctionnaires. Donc, ce n'est pas vraiment représentatif de la société. Et du coup, les entrepreneurs, ceux qui prennent les risques et qui sont habitués, qui créent la richesse, eux, ils sont sous-représentés. Alors ça, on en a beaucoup parlé, donc, finalement, on n'a pas affaire à une conspiration ou des gens qui seraient mauvais, méchants, qui se font plaisir en empilant les impôts. C'est juste des gens qui ne savent pas ce que c'est que la vie en entreprise. Donc en fait, de bonne foi, ils vont empiler des lois, ils vont donner des taxes et des entraves aux entreprises, mais ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font, en fait. Oui. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Ça faisait partie des revendications que j'ai pu entendre dans la rue, ce problème de représentativité, quelque part, ce que vous proposez, c'est une forme de séparation des pouvoirs. Vous n'êtes pas seul maître à bord ou sur les sujets importants, vous allez dire, OK, là, on vous propose ça, voilà les avantages, les inconvénients, vous le voulez, vous ne le voulez pas. Les conséquences, si on ne le prend pas, c'est ça, les conséquences, si on le prend, c'est ça. C'est ça. Et puis, ce qu'on propose, c'est des vrais contre-pouvoirs. Ça veut dire une Assemblée nationale qui ressemble vraiment au peuple. Et il ne faut pas qu'il y ait une catégorie actuellement... tu veux dire que dans le monde de la santé, par exemple, dans le monde de la santé, on prévoit des spécialistes de la santé qui prendront les décisions pour le bien collectif des hôpitaux, des médecins, etc., etc. Et ça vaut pour tous les secteurs, quelque part. Disons que nous, dans le modèle décentralisé qu'on appelle de nos voeux, de toute façon, décentralisation implique décision locale. Ça veut dire que, par exemple,
les hôpitaux marseillais, qui connaissent bien leur situation, vont décider localement de ce qu'ils doivent faire et ne vont pas attendre une directive de Paris, voilà, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les décisions locales, elles soient prises au niveau local. Avec un budget local le plus possible, de façon à responsabiliser les gens. Bien sûr. C'est évident que si on peut se permettre de dépenser de l'argent qui vient de la poche d'une personne qui est très très loin et du coup on n'est pas comptable devant les électeurs, ça incite à augmenter les dépenses. Alors que quand il y a un budget régional qui est directement payé par les gens en région, eh bien ça incite à la modération, puisqu'on n'a pas envie d'augmenter trop les impôts régionaux qui constitueront un handicap pour une éventuelle réélection. Voilà. Donc c'est de la responsabilisation. Donc il y a vraiment l'idée de rendre le pouvoir aux Français en ayant une Assemblée nationale qui leur ressemble et en utilisant très largement le référendum qui est un contre-pouvoir en fait. Au bout d'un moment, le peuple il a la possibilité de dire non. Bah là par exemple cette augmentation d'impôts on n'en veut pas. Oui, pour ça il est vrai que de toute façon il faut reprendre le pouvoir. Parce que sinon, on sait très bien que les choses, comme elles sont présentées, médiatiquement ou autre, tout va que dans un sens. De toute façon, en prenant un petit peu de hauteur, on a pour le moment, ça fait 40 ans, depuis les années, depuis 1980 à peu près, même avant, c'est avec Giscard d'Estaing. Ça a commencé. Là, ce qui a marqué le nouveau pas de ce monde mondialiste et globaliste, c'est la loi Giscard-Pompidou-Rothschild de 1973, où là, ils ont acté quelque chose. On a perdu notre souveraineté sur la monnaie. Disons beaucoup plus simplement, moi je dirais qu'à partir de Giscard d'Estaing, le poids de l'État dans l'économie s'est mis à augmenter. Donc quand Giscard est arrivé au pouvoir, on devait avoir un État qui dépensait à peu près 30% du PIB. Et puis, ça a monté, et puis maintenant, on est à 60%. Donc, ça veut dire, en proportion, les dépenses de l'État, elles ont doublé. Est-ce que le service rendu aux citoyens, il a doublé? Moi, je ne pense pas. Sous le général de Gaulle, donc, pour fixer un exemple que tout le monde connaît, donc avec 30% du PIB, on avait une innovation qui était extraordinaire, le Concorde, le paquebot France, etc. Un régalien parfaitement assuré. Il n'y avait pas de gens qui se prenaient des coups de couteau. Là, quand on regarde les faits divers, c'est scandaleux. Tous les jours, il se passe quelque chose. Avec tout ce qu'on paye, on devrait quand même être au moins en sécurité. Donc, avec 30% du PIB, donc la moitié de ce que nous payons actuellement comme impôt, on avait les meilleurs hôpitaux du monde, la meilleure école du monde, une défense nationale qui était quand même au top, on avait une innovation, en plus il y avait de la joie de vivre, puisqu'il n'y avait pas autant d'oppression ou de mainmise de l'État sur la vie des gens, il y avait le plein emploi, mais tout ça, on peut le retrouver, c'est simple. Dans les pays qui ont un État léger, mince et musclé, c'est-à-dire qui s'occupe vraiment de ses missions, qui dépense 30% du PIB, comme nos voisins suisses ou les Pays-Bas, eh bien, il n'y a pas de chômage pratiquement. Il y a des systèmes de santé qui tiennent la route. L'exemple du coronavirus l'a démontré. C'est parce qu'en fait, c'est largement décentralisé. Et donc, chaque entité étant beaucoup plus indépendante, elle arrive à prendre les décisions qui sont les plus pertinentes pour elle, tout simplement. Il faudra un peu de temps quand même, parce que je vois, et je fais partie, je me mets dans cette case-là, même si c'est moins le cas aujourd'hui, ça l'était il y a encore à peine 2 ans, on nous a quand même aliénés, infantilisés, etc. etc. J'avais cité l'exemple de toutes ces émissions complètement stupides qui passent à la télé et qui continuent de passer à la télé en boucle. Je veux dire, c'est pas fait pour aider le citoyen lambda de présenter un truc qui est à la fois détente mais complètement stupide. À un moment donné, les gens sortent plus dehors, ils se parlent plus, les gens lisent plus, les gens s'informent plus, sauf au travers des chaînes d'infos en continu où, même si c'est en train de s'améliorer de mes yeux, ça a quand même été long. Je veux dire, il y a quand même un vrai problème en ce qui concerne la presse, qu'elle soit écrite
ou les journaux télévisés, les chaînes de télévision, le fait qu'il y ait des subventions de l'État, ça enlève de la liberté. Mais là, c'est 483 millions qu'ils ont touché. Là. Voilà, c'est quand même considérable. Là, les médias ont touché 483 millions d'aides de l'État. On a des médias qui ne sont plus achetés par personne, qui continuent à fonctionner avec nos impôts. Dans un pays libre, normalement, les médias ne touchent pas de subventions. Quand on veut subventionner un média, on achète le journal. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et dans ces pays-là, eh bien, les gens ils vont être informés avec des journaux qui vont avoir des points de vue réellement différents. En France, la presse, bon, vous avez Valeurs Actuelles qui a un ton différent des autres journaux, mais il n'y a pas vraiment de contrepoint. C'est difficile de se forger sa propre opinion. Moi qui fais pas... On a l'impression que c'est de la propagande. Non, mais il n'y a pas que ça, mais tout le monde en joue. Moi, je suis apparenté plus à quelqu'un de gauche. Pour autant, je suis dans le respect des règles et autres. Si aujourd'hui je dénonce des choses, c'est parce que je trouve qu'il y a de plus en plus d'inégalités et que je pars du principe qu'on a une part de responsabilité et qu'on doit faire en sorte. Mais quand on voit le cas que tu viens de citer... on a eu un retour d'Obono, de la députée Obono, qui a été pour moi encore pire que celui qui a pu faire le journal. Ouais, je suis désolé. Faut connaître un minimum l'histoire pour savoir qu'aujourd'hui, ça dérange pas la députée Obono qu'on ait aujourd'hui des gens des Français ou pas, peu importe, qui disent nique la France. On va où, quoi? Ouais. En fait, je veux dire, une députée qui défend... Mais oui, il n'y a aucune réciprocité. On a l'impression qu'il y a des personnes qui sont intouchables, qui peuvent tout se permettre. Ouais, c'est ça, et exactement. D'autres qui, de toute façon, sont coupables avant même d'avoir ouvert la bouche. Je dis pas que c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est effectivement, ils ont présenté leurs excuses. Je l'ai pas lu, mais moi, je l'ai lu. En tout cas, dans un pays libre, il doit y avoir une équité. En tout cas, il ne doit pas y avoir des gens qui sont coupables par nature et d'autres qui sont innocents par nature. Surtout quand le critère c'est la couleur de peau. Enfin, non mais là on marche sur la tête là. Délirant, quoi. Là on marche sur la tête effectivement. Enfin, moi je pense pour une première, il y a tellement de choses à dire. Ouais. Si tu es d'accord, on pourrait s'arrêter là. On s'arrête là, mais de toute façon, on se reverra souvent. Ah, bah ouais, on va essayer. On n'est pas bien loin. On est à moins d'une heure l'un de l'autre. Voilà. Et puis on va se faire des lives réguliers. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse. Moi, j'aimerais bien qu'on décortique un peu l'actualité avec des mots simples, avec des choses compréhensibles, que ça soit pas des élus ou des médias qui nous parlent de l'actualité, mais qu'on puisse nous décortiquer tout ça, l'étayer, apporter des preuves matérielles qu'il y a des choses qui vont pas. Si demain on arrive à faire une information qui est mesurée, mais différente, mais réelle de la vie de tous les jours, il est possible qu'on puisse avoir nos semblables, nos frères et sœurs citoyens qui se rendent compte qu'on n'est pas obligé d'être très en colère ou de vouloir tout casser pour changer les choses, qu'il y a des possibilités. Ouais, et puis bon, disons que là, puisque le parti 4 piliers, juin 2020, donc il y a eu l'été, donc c'est comme si on venait à peine de se constituer. Eh bien, l'idée, c'est quand même de diffuser l'information, d'expliquer aux gens que y a un parti constitué par des personnes qui leur ressemblent et qui veulent la même chose qu'eux. C'est assez éclectique. Hein, je veux dire, dans le paysage politique, on est un véritable ovni. Là, on a actuellement que des partis politiques tenus par des professionnels, que des gens qui n'ont jamais produit, jamais pris de risque, jamais travaillé. Et là, il y a un parti qui est constitué par des entrepreneurs, où moi je suis professeur, bon, c'est des gens d'horizons divers et variés, mais que des gens qui travaillent, qui sont excellents dans leur domaine, qui ont une expertise, qui sont tout à fait capables de prendre les choses en main et qui savent exactement ce qu'attendent les électeurs, puisqu'on vit la même chose qu'eux. Voilà. Et oui. Eh oui, oui. On pourrait leur dire, en votant pour nous, vous voterez pour vous. C'est le slogan d'un ami qui a monté aussi un parti, je t'en parlerai une autre fois. D'accord. Ouais. Bon, mais ça a été un immense plaisir, Jérémy. Et c'est réciproque. Merci beaucoup. Écoute, je te serre pas la main, on va respecter les gestes barrières. Bien sûr.
Mais une chose est sûre, c'est le début d'une aventure. C'est le début d'une aventure. Moi, je suis ravi d'être aux côtés, je suis ravi de continuer mon apprentissage politique. Tout à fait. Aussi bien, parce que l'année dernière, on a fait les européennes. C'est ça. Donc, on a découvert un petit peu ce monde. Cette jungle. Ouais. Voilà. Là, je vais avoir le plaisir de soutenir et de porter la parole de vos listes régionales, notamment dans ma région. Voilà. Où je ne serai pas sur la liste, mais je serai un fervent soutien des règles, des propositions et d'une démocratie locale qui peut avoir son importance sur la réimplication des citoyens, parce que pour moi, ça ne sert à rien que demain, on repropose des choses si les gens restent clivés dans leur monde. Il faut absolument qu'on fasse sortir les gens et qu'on leur dise, voilà, vous avez des problèmes de vie, venez en parler, on les met sur la table, on les concerte et on trouve des solutions ensemble. Et une fois qu'on a quelque chose, on décide tous ensemble. Exactement. Là, on peut recréer de la confiance et des liens sociaux avec le monde politique qui est censé être les serviteurs du peuple, plutôt que ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je sais que je serai encore invité, donc je compte beaucoup en profiter. La liberté de parole a son cours ici, et sachez que tout vous appartient, donc n'hésitez pas. Impliquez-vous, posez des questions, c'est le plus important. À bientôt. Au revoir.